Oui, alors, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous avez la présentation du PowerPoint? Salut Bruno, oui, on t'entend et normalement on a la présentation. Parfait, merci beaucoup. Ici aussi, on a tout. Merci beaucoup. Très bien. Eh ben, c'est parti, je vais commencer le cours. Je vais commencer en me présentant peut-être. Alors, je suis Bruno Marchand, je suis médecin rééducateur, je suis médecin du sport bien sûr également. Je suis responsable de l'unité fonctionnelle de médecine du sport du CHU de La Réunion. J'ai une activité clinique de traumato et d'épreuves d'effort principalement. Je suis médecin de l'antenne médicale de prévention du dopage. Je suis le coordinateur du coup de La Réunion et j'ai pas trop eu l'occasion de me présenter à tout le monde de La Réunion et pour des raisons personnelles, on va dire, je suis à Bordeaux. Je donne donc des cours à Bordeaux. Et ça peut sembler un peu particulier de donner des cours sur les limites planétaires, dont la plus connue est le réchauffement climatique, mais très sincèrement, en fait, il y a une petite dizaine d'années, j'ai commencé à tomber sur certains rapports scientifiques qui m'ont un petit peu alarmé. J'ai pris le sujet à bras-le-corps, j'ai vu que personne ne bougeait trop, notamment en médecine du sport, et de fil en aiguille, j'ai abordé le sujet. J'ai un certain nombre de connaissances sur le sujet, ce qui me permet de faire un cours sur la médecine du sport, du coup intégré au paradigme planétaire pour les médecins du sport ou les soignants du domaine du sport, hein, et également les sportifs. En enregistrant le cours, en fait, je l'ai même fait en format MP4 et ça a duré 3 heures parce que je voulais faire l'ensemble des limites planétaires. J'ai 1 heure de cours, je vais prendre 1 heure. Et par souci de compréhension et de cohérence, je vais aborder que le changement climatique qui est le plus connu, le plus facilement compréhensible. Et pour les plus intéressés ou ceux qui veulent des preuves, alors les diapos sont un peu lourds, qui ont pour intérêt de pouvoir les relire et également de pouvoir retrouver les sources sur chacune des diapos. Du coup, je vais me permettre de parler assez rapidement, de vulgariser, et les plus intéressés retourneront sur les diapos pour, s'ils le veulent, vérifier les choses. Voilà. Alors, au début... Pardon, j'essaie de faire passer la diapo. Ça marchait. Hop, pardon. Et je clique sur la diapo. Pardon, tout petit souci technique. Ah voilà. Pardon. Voilà, alors en introduction, on est extrêmement concerné au niveau personnel. Ça, c'est le dernier schéma de la conclusion de la synthèse du rapport du GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental des experts sur le climat. C'est plusieurs centaines de scientifiques qui font des revues de la littérature de plusieurs dizaines de milliers d'articles scientifiques. C'est de la science exacte, donc je pense qu'on peut prendre ça comme vérité scientifique. Et sa conclusion, elle est justement un appel à l'engagement personnel en nous situant dans le réchauffement climatique qui va sévir si je puis dire, durant ce siècle, et en nous situant et en montrant qu'il y a nécessité d'une action extrêmement importante et qui va conditionner l'ensemble des vies humaines durant ce siècle, et en gros dans les 5 ou 10 ans à venir. Donc ça nous concerne totalement. Donc le British Journal of Sport Medicine, pour prendre le plus grand journal de médecine du sport au monde, intervient bien sûr sur le sujet. Et les scientifiques alertent depuis de nombreuses années, on peut dire presque un demi-siècle, mais en tout cas depuis 3 siècles, les plus grands scientifiques, des milliers de scientifiques, notamment des prix Nobel, alertent sur le réchauffement climatique. Et ces alertes sont de plus en plus fréquentes au fil du temps. Et en 2024, ils ont réitéré leur alerte. Et du coup, le rapport qui est sorti il y a moins de 2 mois réexprime du coup ce qu'il appelle des signes vitaux planétaires, et il s'aggrave malgré les alertes. Donc il y a de plus en plus d'émissions de gaz à effet de serre. Pardon. Donc la température du globe, notamment la température atmosphérique dont on parlera principalement, se réchauffe, et on est en train d'avoir les mois les plus chauds que la Terre n'ait jamais connus depuis les enregistrements météo au moins.
l'acidification de l'océan augmente, la température de l'océan augmente également, la déforestation progresse. Alors, le PIB augmente. Les gouvernements qui déclarent l'urgence climatique, le nombre de gouvernements augmente et ça fait quasiment l'unanimité. Pardon. Alors, la population humaine augmente, bien sûr, on est 8 milliards grosso modo actuellement. Par contre, la fertilité diminue. Par exemple, le nombre de spermatozoïdes chez l'homme a diminué de 50% partout dans le monde en moyenne depuis 40 ans. Le bétail augmente et la mortalité due à la chaleur, bien sûr, augmente. Et les scientifiques, alors le nombre de rapports scientifiques un peu catastrophiques augmente et le nombre de rapports scientifiques, notamment exprimant la possibilité d'une catastrophe sociétale, augmente. Et c'est devenu une réalité scientifique. Le pourcentage de scientifiques qui croient qu'on va pouvoir limiter le réchauffement à 2 degrés est faible, en tout cas moins d'un tiers. Et on va voir ce que ça donne. Alors, cet appel, on va dire, parmi les plus grands... Bruno, je te coupe Oui. 5 minutes. Est-ce que tu as moyen d'arrêter de faire des allers-retours et de te rapprocher du micro afin qu'on puisse t'entendre à la réunion? Oui, je peux. Ah, c'est mieux. Voilà. Merci. Ça va perturber mon fonctionnement cérébral, mais je vais pouvoir y arriver, je pense. Je suis désolé. Pas de problème. Et du coup, ils expriment avec des images les catastrophes naturelles en cours qui ont déjà été. Le Lancet a une revue, le Lancet Planetary Health, depuis 2015 et qui expose les problématiques, notamment climatiques, en relation avec la santé. Et ils disent bien que le développement technologique a permis une amélioration de la santé, mais au prix de surexploitation des ressources qui vont être bien trop faibles et de dégradation, on peut considérer de pollution, on va dire au sens large du terme, notamment du coup les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement climatique, qui exposent en fait, le réchauffement climatique est le principal danger pour la santé humaine durant ce siècle. Donc ils émettent quelques recommandations. Alors, en 2021, puis en 2023, c'est un édito commun à plus de 200 revues scientifiques parmi les meilleures au monde qui s'exprime en ces termes, et je me permets de le reprendre. Du coup, c'est bien un appel à tous les scientifiques du monde entier et des professionnels de santé. En tant que professionnels de santé, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter la transition vers un monde durable, plus équitable, résilient et sain. Donc on doit le faire. Réduire les dommages créés par la crise environnementale, prévenir les nouveaux dommages, et agir sur les causes profondes de la crise. On doit demander, en tant que professionnel de santé, des comptes aux dirigeants mondiaux et continuer à informer les autres sur les risques sanitaires de la crise. C'est donc notre boulot. Et des systèmes de santé écologiquement viables avant 2040, on doit les mettre en place et on doit reconnaître que cela implique de modifier les pratiques cliniques que vous êtes en train de faire et en train d'apprendre. En 2023, ils en auront mis une couche. La dernière phrase est bien de préciser qu'il faut reconnaître que cette crise est une crise sanitaire mondiale. Donc on est concerné, l'ONU demande aux professionnels de santé d'agir, le collège de médecine G également en ces termes demande aux médecins généralistes français d'agir, d'informer et de se former. Alors le sport est impacté. Pendant les championnats du monde, alors peut-être que Nicole Bouscaran vous en a parlé, il y a eu des chaleurs extrêmes qui ont été extrêmement dangereuses du coup pour les sportifs. Il y a eu de nombreuses compétitions décalées. Pendant le Tour de France, ça a fait polémique et de toute façon, le soignant ou le professionnel de santé ou du sport sera amené à donner son avis ou à essayer d'avoir un avis, d'où le cours notamment, parce qu'il y a eu des chaleurs tellement importantes que le bitume a fondu, ce qui a nécessité de déverser de l'eau sur la route. Eau, on ne le verra pas spécialement, mais du coup, il y aura des problèmes de stress hydrique au futur. Il y a des incendies également dont la pollution en fait des fumées d'incendie ont nécessité de décaler ou d'annuler certaines compétitions, notamment pendant l'Open d'Australie de tennis. Des typhons ou cyclones
ou tsunamis, ça dépend de la partie du monde dans laquelle on se trouve, notamment qui ont nécessité l'annulation de certaines compétitions de la Coupe du monde de rugby. Au dernier JO d'hiver, en 2021, la neige était artificielle. Avec le réchauffement climatique et le stress hydrique, la neige et le ski vont être un problème. Et puis il y a les problématiques d'organisation par les pays pétroliers de nombreuses compétitions qui sont pas spécialement écolos et des pays pétroliers qui respectent en plus pas spécialement les droits humains. Et pendant les compétitions, on a vu des activistes qui bloquaient les compétitions pour faire appel au monde entier. Du coup, ça passe dans les médias et même nous, on sera obligatoirement interpellés parce que quand on est médecin ou entraîneur, on se retrouve sur un stade, par exemple, sur lequel derrière, il y a des sponsors pétroliers. Et les scientifiques alertent pour dire qui ne dit mot consent. Il faut se former, s'informer, avoir un avis et agir. On ne peut plus maintenant ignorer le sujet. Le New York Times demande aux JO de changer, voire de s'annuler, et même Nature, en septembre 2024, a à peu près ce même discours en disant que maintenant, il faut s'y coller. Rapidement, la définition, je vais parler de santé planétaire. Alors, il y a la santé individuelle qu'on connaît bien, c'est le bénéfice-risque au niveau individuel. On distribue un médicament, il y a tel bénéfice, il y a tel risque pour la santé, il faut le prendre en compte. La santé publique, on la connaît bien. Global Health, du coup, c'est la santé, on va dire, mondiale de l'humanité. One Health, ça a été bien développé pendant la crise Covid, où on a vu qu'il y avait une relation entre les animaux, les végétaux et la santé humaine. Et Planetary Health, c'est encore plus large. Ça inclut la santé de la civilisation humaine, avec des notions aussi d'équité, de bien-être, du coup, de l'humanité et des systèmes naturels dont elle dépend pour que la civilisation humaine puisse perdurer. Et c'est bien la santé planétaire qui est menacée par le dépassement des limites planétaires. Alors, limites planétaires, ou en anglais Planetary Boundaries, c'est un concept qui était conçu par le Stockholm Resilience Center après les années 2000, 2009. L'auteur principal, c'est Johan Rockström. Bon. Et du coup, il a si je puis dire, essayé de simplifier l'ensemble des problématiques planétaires dans le cadre du coup, notamment de la santé planétaire, en entités qui ont des relations les unes avec les autres, mais qui peuvent être étudiées en tant que telles. Alors, et du coup, si on les transgresse, si on les dépasse, en fait, c'est pas durable, notamment parce que l'habitabilité de la planète ne sera pas garantie, en fait, ce sera même impossible, ce qui veut dire que l'homme ne peut plus habiter sur la planète Terre. Alors, il est impossible d'habiter ailleurs, je spoil ceux qui voulaient habiter ailleurs que sur la planète Terre. Du coup, on ne peut pas transgresser les limites, or elles sont transgressées, mais on peut revenir en arrière. Il ne faut pas confondre du coup la transgression des limites avec les points de bascule où là on ne peut pas revenir en arrière, ni même les phénomènes de rétroaction positive qui font que quand on a engendré un certain phénomène, ça va par cercle vicieux entraîner d'autres phénomènes. Donc, le dépassement, on peut revenir en arrière. Alors, quelles sont ces limites ou ces entités? Bon, le changement climatique dont on va parler, je vais parler normalement que de ça durant 7 heures. La biodiversité, il y en a, ils disent que c'est pas une limite, c'est un objectif, puisque la vie sur Terre peut être peut-être un objectif. L'introduction de nouvelles entités, en gros, c'est la pollution, notamment les médicaments, les plastiques et la pollution de l'air. Le changement d'usage des sols, en gros, c'est la déforestation. Les cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, qui vont avoir beaucoup avec les engrais et l'élevage. Le cycle de l'eau. Donc ces limites ont déjà été dépassées. Bientôt, probablement que l'acidification des océans va être également dépassée. Ces limites, du coup, ont des relations les unes avec les autres. Alors déjà, pour avoir une idée de la gravité des choses, je reprends un document de l'OMS de 2012, donc il y a plus de 12 ans, qui montrait déjà que les maladies environnementales, donc c'est un concept qu'on comprend extrêmement bien, c'est la pollution surtout de l'air. La pollution de l'air, c'est le premier facteur de mortalité dans le monde. Et aussi la pollution de l'eau, et puis ils prennent en compte aussi le bruit qui est un important en fait facteur de risque cardiovasculaire, les radiations et aussi le changement climatique, mais qui pour le moment actuellement, enfin notamment en 2012, intervenait très peu dans la morbimortalité. Mais déjà ces maladies dites environnementales, c'est plus de 1/5 de toutes les maladies. Par exemple, la pollution notamment de l'air et de l'eau, c'est déjà dans le monde 1/3 des AVC, plus d'1/3.
plus d'un tiers des infarctus du myocarde et un cinquième des cancers. Alors, je ne sais pas si durant vos études de médecine, on vous a appris que un tiers des infarctus était dû notamment à la pollution de l'air. Mais voilà ce qu'il en est déjà actuellement. Sachant que selon l'OMS, 99% de la population humaine respire un air qui n'est pas conforme aux normes de l'OMS. Donc voilà pour la population et les maladies environnementales. Alors, abordons le sujet du coup du réchauffement climatique et ses causes sur la santé, les performances et qu'est-ce qu'on peut faire dans le milieu médico-sportif. D'abord, je suis obligé pendant une petite dizaine de minutes de vous rappeler des bases de connaissances pour bien comprendre pourquoi il faut agir et comment. Alors, simplement, il y a une relation linéaire entre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement atmosphérique moyen mondial. En général, quand on parle du réchauffement, on parle de ça. Alors, il y a un peu tout qui se réchauffe. Entre l'énergie et le réchauffement, il n'y a pas de relation strictement linéaire. Mais on va parler du coup du réchauffement atmosphérique moyen mondial. Et du coup, là, il y a une relation linéaire entre les deux. Alors, c'est quoi les émissions de gaz à effet de serre? Alors, grosso modo, bon, je ne veux pas être polémique, mais c'est à peu près ça pour comprendre. C'est que les riches donc les pays riches ou les plus riches des pays émettent le plus de gaz à effet de serre. Donc, c'est en relation avec le développement. Et les pauvres émettent le moins. Alors, sur le schéma en bas à droite, on voit les émissions cumulées de gaz à effet de serre selon les continents. Et c'est important d'avoir les émissions cumulées puisqu'on sait que par exemple le CO2 s'élimine. Bon, alors petit à petit, hein, c'est des demi-vies, enfin, bon, il y a plusieurs phénomènes, mais en plusieurs centaines, voire milliers d'années. Et du coup, en fait, les émissions de gaz à effet de serre permettent le développement des pays, et du coup, c'est quelque chose d'acquis, et du coup, ce sont des émissions également qui vont durer pendant longtemps, donc ça a tout son sens de considérer les émissions totales cumulées. On voit que c'est l'Amérique du Nord qui émet le plus, et l'Europe, et la Chine bien moins, mais par contre la Chine émet depuis en gros les années 2000. Alors le premier rectangle c'est tout ce qu'on a émis depuis 1850. Le rectangle vert foncé c'est ce qui nous reste à émettre avant de dépasser 1,5 degré, mais on va y être là, dans quelques années. Et le carré gris foncé, gris clair pardon, c'est les émissions qui nous restent qu'on peut émettre avant de dépasser 2 degrés. Et après 2 degrés du coup il faut net zéro carbone. Alors net zéro carbone rapidement c'est on émet autant que ce que la nature peut absorber. La nature, en gros, ça va être le sol, les arbres et l'océan. C'est très peu, mais c'est ça, net zéro carbone. Du coup, il n'y a plus beaucoup. Alors, d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre? Bon, alors c'est quoi les gaz à effet de serre? C'est principalement le CO2 et le méthane, et aussi les gaz perfluorés. Par facilité de calcul, on prend un certain délai parce qu'ils s'éliminent plus ou moins longtemps en fonction des gaz à effet de serre, et on les transforme en équivalent CO2. Du coup, on parle de volume d'équivalent CO2. Et du coup, ces gaz à effet de serre, ils viennent surtout de l'énergie, donc du transport, des industries, et également un petit peu de l'agriculture, de certains procédés industriels et un petit peu des déchets. Pour un Français moyen, on peut retenir ce chiffre. C'est important pour avoir des ordres de grandeur. Un Français moyen, alors bon, les riches vont émettre plus, les pauvres moins, mais un Français moyen émet 10 tonnes d'équivalent CO2 par an. C'est le transport surtout, le logement et l'alimentation. Alors, du coup, il y a de plus en plus d'émissions de gaz à effet de serre, et même dans Nature, là, très récemment, de 2024, ça continue à augmenter. 2024, probablement qu'il y aura encore plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'en 2023. Il n'y a eu que pendant le Covid où ça a un petit peu diminué. Et du coup, les gaz à effet de serre augmentent, donc le CO2 dans l'atmosphère augmente et le réchauffement augmente. Et du coup, c'est tout à fait logiquement qu'on voit que depuis plusieurs mois, on a des températures atmosphériques et puis même océaniques qui ont dépassé tout ce qui avait été jamais enregistré. On a dépassé les records à 2 reprises en 2024 et on a battu le record de 2023. Donc tout se réchauffe. Un des emblèmes, c'est les Warming Stripes de Ed Hawkins. Et alors, quand on prend un peu de recul, on prend un recul à 2000 ans, on se rend compte que déjà depuis 2000 ans, on se réchauffe de manière relativement anormale ou extraordinaire. Et alors, le GIEC, il y a 3 rapports et 3 groupes d'intervention. Et du coup, le groupe 1, 2, 3. Le groupe 1 fait l'état des lieux du climat. Le groupe 2, les conséquences socio-environnementales sociales. Et le groupe 3 propose un peu les solutions. Donc ça, c'est le rapport du groupe 2.
en 2022. Et du coup, il y a plusieurs rapports, en gros, tous les 5, 6, 7 ans. Et là, c'est le 6e rapport, 2021, 2022, 2023. Donc, dans ce deuxième volet, du 6e rapport, déjà en 2022, donc, sur cette revue de la littérature relativement indiscutable, on montrait que presque la moitié de l'humanité était déjà vulnérable au changement climatique. On voit de manière extrêmement schématique, on est d'accord, le globe, l'hémisphère, le monde. Et du coup, sur le premier schéma en haut, par exemple, c'est le réchauffement. En rouge, c'est ce qui se réchauffe. Avec les petites étoiles, c'est le niveau de preuve est relativement élevé. En gris, c'est qu'on n'a pas de données. Et en bleu, ce serait que ça se refroidit. Donc, on voit que ça se réchauffe partout. Sur le deuxième schéma, on voit que les précipitations augmentent et que les sécheresses agricoles tout en bas augmentent également. Voilà, alors l'ONU et l'OMS ne mâchent pas leurs mots. Ils disent que c'est un terrible avertissement sur les conséquences de l'inaction. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait ces réchauffements? Du coup, ça a des impacts. Alors bon, du coup, dans les rapports, ils sont séparés. Par exemple, là, j'ai pris la page continent par continent. J'ai entouré, comme je viens de la Réunion, l'Afrique, l'Europe et les petits États insulaires. Mais globalement, des conséquences sur les pénuries d'eau, sur la production agricole, sur la santé des animaux, sur les rendements. Il y a des impacts sur les infrastructures, bien sûr, avec des inondations, des tempêtes, et puis des problèmes économiques. Et sur la santé, du coup, ça augmente les maladies infectieuses. Par de multiples phénomènes intriqués et complexes, mais vraiment ça les augmente. Ça augmente la chaleur, la malnutrition, les sécheresses, bien sûr. Il y a un énorme impact sur la santé mentale quand on voit des maladies, des morts et puis des déplacés climatiques. Et du coup, des déplacements de personnes. Alors, ce qui est très intéressant de noter, c'est que la chaleur, vous voyez qu'il va augmenter. Ça, c'est les conséquences. Alors, je crois que c'était une revue de la littérature sur une trentaine d'années en France, sur les hospitalisations, sur chacune des maladies, en fonction de la température. En abscisse, c'est la température. En ordonnée, c'est le nombre de maladies sur chacun des systèmes. Et on voit quand il fait très très froid, on est malade, quelle que soit la maladie. Et quand il fait très chaud, on est malade également. Du coup, la température optimale, on voit peut-être pas très bien, mais c'est à peu près entre 17 et 21 degrés. Et quand il commence à faire 25, 30, 35 degrés, les maladies augmentent énormément. Tout type de maladie. Alors, les changements climatiques engendrera des vulnérabilités, comme on a vu avec de multiples maladies, donc qui vont être les blessures, les maladies liées à la chaleur, des maladies respiratoires, des maladies liées à l'eau, notamment infectieuses, des zoonoses et des maladies vectorielles. On l'a très bien vu, par exemple, la dengue est un excellent exemple pour donner maladies infectieuses. On a le moustique tigre qui vit à la chaleur, il fait plus chaud, du coup le moustique tigre va partout, du coup il met du chikungunya et de la dengue un peu partout. Et selon l'ONU, il y aura 2 milliards de personnes vulnérables à la dengue. Je rappelle qu'on est 8 milliards actuellement, donc c'est bien un quart de la population humaine, je ne me trompe pas de chiffre, qui sera vulnérable à la dengue en 2080, pour reprendre exactement ce qu'il en est de l'ONU. De la malnutrition sans doute, et puis des problèmes cardiovasculaires, parce que pollution et chaleur favorisent les maladies cardiovasculaires notamment, et des gros impacts aussi sur les systèmes de santé. Système de santé qui garantissait un petit peu en fait la santé des individus, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc ça incite de faire de la recherche et de bien évaluer tout ça. En ce qui concerne l'activité physique, on voit également sur la courbe à gauche que quand il fait très froid ou quand il fait très chaud, les gens bougent moins de manière naturelle, à vélo, dans la rue, etc., ou font moins de sport. Et les populations vulnérables, par exemple les obèses ou les personnes âgées, bougent à des températures un petit peu moindres. Or, l'activité physique, alors d'ailleurs c'est moi qui vais vous donner le cours dans 2 semaines, c'est extrêmement bénéfique pour toutes les maladies cardiovasculaires, la santé mentale, les cancers, les troubles musculo-squelettiques et j'en passe, bon, quasiment tout, de manière considérable. J'aurai 2 heures pour argumenter. Et à la chaleur, vous l'avez bien vu d'ailleurs la semaine dernière, ça permet de s'adapter à la chaleur. Et du coup, c'est extrêmement important de continuer, malgré le réchauffement climatique, à poursuivre son activité physique. Et du coup, on sera moins malade, et moins on est malade, moins on a de recours au système de santé, du coup, moins on a d'émissions de gaz à effet de serre. Alors ça, c'est le rapport du Lancet Countdown qui vient de sortir là, en novembre 2024, je pense. Du coup, il y a un rapport mondial, un rapport français, il y a la traduction en française, et je peux que vous inviter à le lire. Du coup, j'ai repris que ce qu'il en est sur l'activité physique dans le monde. Déjà, depuis 30 ans, on a plus d'un quart d'heure à risque de pratique d'activité physique. Vous savez, par exemple, les compétitions au-dessus de 30 degrés, il ne faut pas trop faire. Du coup, ils considèrent qu'au-dessus de 30 degrés, c'est à risque d'activité physique. Et bien déjà, rien qu'à cause du réchauffement actuellement, on a déjà une augmentation du nombre d'heures à risque. Alors, on voit, c'est dans les horaires les plus chauds, entre midi et 2.
Et du coup, là, c'est le rapport européen et on voit que, en gros, c'est à peu près ce qu'on retrouve. Il y a des variations, des fois ça peut doubler, etc. Mais le nombre d'heures à risque a déjà augmenté et bien sûr, ça va pas aller malheureusement en s'arrangeant. Alors, ça, c'est l'état des lieux actuel, mais maintenant parlons de l'avenir, ce qu'il y a devant nous. Donc, on voit, c'est pareil, synthèse du rapport du GIEC, premier volet. Le réchauffement à 1,5 degré, donc atmosphérique moyen mondial, 2 degrés, 3 degrés et 4 degrés, avec les petites flèches qui vont. Alors, on va être rapidement à 1,5, on en est là, à 2 degrés et à 4 degrés, donc il y a le réchauffement. Le réchauffement, on voit qu'il est plus important au niveau des pôles et sur les terres et dans l'hémisphère nord. Et sur le schéma du bas, ce sont les précipitations et les sécheresses. Et on voit qu'il y a des alternances. En fait, il y aura des zones plus sèches et des zones plus humides en moyenne. Alors, ça, ce sont des moyennes régionales. Voilà. Et on a vu qu'il y avait une relation linéaire entre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement atmosphérique moyen mondial. Mais par contre, en ce qui concerne les événements climatiques, malheureusement, la relation n'est pas linéaire, elle est exponentielle en a des faveurs. C'est-à-dire, par exemple, qu'un réchauffement atmosphérique moyen à 1 degré, de toute façon, on doit être à 1,15, 1,20 là maintenant, enfin en moyenne, parce qu'on lit sur 5 à 10 ans, et les vagues de chaleur sont 1,2 degré plus chaud et en gros 5 fois plus importantes que s'il n'y a pas de réchauffement. Et à 4 degrés, par contre, elles sont 5,3 degrés plus chauds et 40 fois plus fréquentes. Pas 4 fois plus fréquentes. 40 fois plus fréquentes. Donc les extrêmes seront importants. Et c'est pareil pour les sécheresses, les précipitations, les enneigements, et les cyclones tropicaux qui seront pas plus fréquents par exemple à La Réunion, mais plus intenses. Et un gros cyclone qui bousille tout, malheureusement. C'est pas génial. Alors on parle de la montée des eaux. Bon, l'eau elle monte parce que principalement en fait les calottes glaciaires fondent et du coup ça augmente le niveau d'eau et aussi la température de l'océan augmente et du coup une eau plus chaude a plus de volume. Et du coup on parle des petites îles qui seront submergées, oui. Mais alors quand on reprend certaines études et notamment le rapport du GIEC, si on considère également les tempêtes, les inondations, les submersions marines qui concerneront les zones côtières, il y a bien 1 milliard de personnes, 1 milliard, donc c'est un huitième de la population humaine, en 2050, qui vivent dans des zones côtières à risque. C'est bien ce chiffre qui est repris par l'ONU. En ce qui concerne le réchauffement climatique futur, alors pareil, ça c'est dans le volet 2 du rapport du GIEC. On sait que l'être humain, et vous l'avez vu la semaine dernière, quand il y a un certain degré de chaleur et d'humidité, il ne peut, il peut plus bouger parce que pour bouger, il faut dépenser de l'énergie. L'énergie pendant l'activité sportive, mais notamment quand il fait chaud, c'est surtout, alors il y a radiation, conduction, etc. Mais c'est surtout par évaporation. Du coup, on transpire. Et quand on transpire, la goutte d'eau s'évapore. C'est bien cette évaporation qui évacue de la chaleur. Et du coup, quand il fait chaud et quand il fait humide, au bout d'un moment, en fait, il fait tellement humide que la goutte d'eau ne peut plus s'évaporer. Donc, on peut plus perdre de chaleur. Donc, on chauffe. Donc, on meurt. Et du coup, il y a des degrés de chaleur et d'humidité à partir duquel c'est mortel. Bon, du coup, là, ça vient du GIEC, scientifiquement indiscutable, je ne vais pas revenir sur les chiffres. Et du coup, on regarde en fonction du réchauffement climatique, donc à 2 degrés à gauche et un peu plus de 4 degrés à droite, les zones qui seront inhabitables en raison de la chaleur, en raison de cette chaleur et de cette humidité. On voit en jaune que c'est déjà 1 à 10 jours inhabitables par an. Donc on voit qu'à 2 degrés, déjà, il y a une bonne zone qui est inhabitable au moins un jour par an que en raison de la chaleur, et à 4 degrés, une grosse partie du globe relativement inhabitable, au moins une certaine partie de l'année, que en raison de la chaleur. Alors quand c'est inhabitable une partie de l'année, il faut bien souligner les choses, que si vous voulez vous barrer le jour où il fait chaud et vous revenez après, mais pour avoir des enfants, une vie, aller à l'école et à l'hôpital, c'est un petit peu compliqué. Ce qui nous fait que dans Global Risk of Deadly Heat, on nous montre qu'en 2100, si on a 2 degrés de réchauffement climatique, c'est presque la moitié de la population humaine. Donc c'est bien à 2 degrés de réchauffement atmosphérique moyen. C'est les accords de Paris. Presque la moitié de la population humaine qui vit plus de 20 jours par an dans des conditions climatiques qui dépassent le seuil mortel qu'en raison de la chaleur. Et à peu près à 4 degrés, c'est les 3/4 de la population humaine. Donc voilà à peu près ce à quoi on aura affaire.
Donc, il y a tout ça, comme c'est une revue de la littérature, on retrouve plein d'articles qui le montrent. Alors, j'ai pris celle-là où on voit, en fait, en rouge, là où c'est pas habitable, ou en tout cas, l'humanité n'y a pas habité depuis une dizaine de milliers d'années, et en vert, là où ce sera habitable. Et du coup, il parle de niche climatique. Voilà. Du coup, grosso modo, avec quelques calculs, il montre qu'en 2070, il y aura 1 à 3 milliards de personnes qui peuvent plus habiter là où ils habitent. Et du coup, si on est en dehors de la niche climatique, alors en tout cas, si on n'est pas mort, on est bien malade et c'est compliqué de faire des enfants, c'est compliqué de travailler, c'est compliqué de faire de l'agriculture. Voilà ce qu'il en est très scientifiquement. Alors, comme en fait, je voyais que les émissions de gaz à effet de serre, pour des personnes pas très initiées, c'est compliqué de voir ce que ça veut dire. Alors, du coup, j'ai essayé de transcrire la maladie en gaz à effet de serre. Alors, simplement, avec cet article, il nous montre que, en gros, 0,3 degrés, c'est 0,3 degrés de réchauffement, 410 millions de personnes en dehors de la niche climatique. Et sur le rapport du GIEC, le budget carbone entre 1,5 et 2 degrés, c'est à peu près 700 gigatonnes de CO2. Donc on fait un petit rapport et un produit en croix, et on tombe sur que 1000 tonnes équivalent CO2, c'est une personne en dehors de la niche climatique durant ce siècle. Voilà à peu près. Et il y a carrément en fait un article qui a fait ce calcul de manière très fiable. Du coup, il y a un mort pour 4 tonnes et demie de CO2 émis. Ça vous permet de le retenir. Alors, et c'est là où c'est d'autant plus grave, et vous allez comprendre pourquoi il ne faut absolument pas dépasser 2 degrés, c'est-à-dire qu'après 2 degrés, il y a des points de bascule sur lesquels on ne peut pas revenir en arrière. Et du coup, ils arrivent après 2 degrés. Alors, et après, il y a des phénomènes de rétroaction positive, c'est-à-dire que les phénomènes s'enclenchent les uns à la suite des autres, et après 2 degrés, c'est pour ça que les accords de Paris ont été signés notamment, c'est qu'en fait, les êtres humains n'ont plus le contrôle avec leurs émissions de gaz à effet de serre sur le réchauffement. Non seulement, grosso modo, après 2 degrés, il n'y a plus de relation linéaire entre les émissions et le réchauffement, et en plus, les phénomènes, alors un pourcentage à étudier, mais peuvent évoluer d'eux-mêmes. Donc, par exemple, pour vous donner 4 exemples parmi les plus simples, l'effet albédo dans les pôles, en fait, quand il y a de la glace dans les pôles, les rayons solaires se réchauffent, repartent dans l'espace. Mais du coup, s'il n'y a plus de neige parce que ça se réchauffe, l'énergie va dans l'eau et du coup, il n'y a plus de glace. Et moins il y a de glace, moins il y a de glace. Et du coup, moins il y a d'effet albédo, etc. Cercle vicieux. Quand il se réchauffe, du coup, il y a le permafrost en anglais, c'est le terme en français, c'est le pergélisol, qui fond, c'est des glaces gelées près des pôles, qui contiennent alors non seulement des agents pathogènes qui font parler d'elles, mais également beaucoup de méthane. Et du coup, s'ils font, le méthane va dans l'atmosphère et participe au réchauffement, cercle vicieux. Si les océans, en fait, les océans sont un gros puits de carbone, et du coup, CO2 plus H2O, ça fait, autrement, CO2 dans l'océan, ça fait de l'acide carbonique. Et plus l'océan est acide, bon alors plus les animaux meurent, certes, mais moins ils peuvent réabsorber de carbone. Voilà. Et les arbres, plus il fait chaud, plus il y a d'incendies. Plus il y a d'incendies, moins il y a d'arbres. Or, la photosynthèse, c'est on prend du CO2 et du coup, on émet de l'oxygène. Donc, ils ne jouent plus leur rôle de puits de carbone. Et 2, en mourant, s'il fait trop chaud, ou, parce que pire, en faisant des incendies, enfin pire, parce que ça donne de la pollution, notamment aux particules fines, qui engendre une morbimortalité extrêmement importante. Par les incendies, elles émettent du CO2 et cercle vicieux. Et alors, pour prendre encore plus de recul, alors on revient aux dinosaures tout à gauche. C'est pas une échelle linéaire, il y a des millions d'années d'abord. Et puis ensuite, on voit les êtres humains à peu près par là, entre 5 et 10 millions d'années. Du coup, d'ailleurs, c'est peut-être avec des problèmes climatiques. Il a fait chaud, du coup, ils ont transpiré. Il y a eu la bipédie, peut-être le développement cérébral, peut-être le cortex, des âges glaciaires interglaciaires. Depuis une dizaine de milliers d'années, il y a eu les civilisations humaines, mésopotamiens, égyptiens, grecs, etc. Et du coup, depuis 10 000 ans, l'homme s'est sédentarisé. Et du coup, 10 000 ans, c'est là, un petit peu à droite, là, vous voyez, 10 000 ans, là, c'est bleu foncé, bleu clair. Et tout à droite, les projections du GIEC. Alors, on voit que l'homme n'a jamais vécu, l'homme depuis 5 ou 10 millions d'années, n'a jamais vécu avec une température atmosphérique à plus de 2,5 degrés de réchauffement climatique. C'est là où la ministre nous dit qu'il faut s'adapter à 3 degrés.
et à 4 encore moins. Du coup, on va voir ce que ça donne. Et alors, les scientifiques nous disent qu'à un moment, du coup, avec les phénomènes de rétroaction positive, etc., quand on dépasse 2, 3, 4 degrés, on ne sait pas trop quand il va falloir étudier les choses, on part sur le concept de planète étuve, c'est-à-dire qu'à un moment, la planète crame, quoi. Et alors, même si, en dehors du problème de température, cette étude est relativement intéressante parce que souvent, et d'ailleurs c'est le cas de mon cours, j'ai pas le temps, et du coup on prend qu'une seule limite planétaire, mais quand on est un petit peu systémique, le problème est presque encore plus grave. Ce qui justifie d'agir, et du coup la solution, bien sûr j'aurai le temps, c'est la dernière partie du diapo, ne déprimez pas. Alors c'est une étude relativement intéressante, notamment pour peut-être les neurologues, où en fait ils ont étudié le fonctionnement cognitif, notamment chez des ouvriers. En fait, des fois c'est mal aéré, et du coup le CO2 s'accumule dans les bâtiments, et du coup nos fonctions cognitives diminuent en fonction d'un certain taux de CO2. Du coup ils ont retranscrit ces fonctions cognitives en fonction du CO2 qu'il y aura dans l'atmosphère, en fonction des scénarios et du degré de réchauffement. Et on voit que globalement, par exemple, à 4 degrés de réchauffement climatique, plus le taux de CO2 augmente, moins bonnes sont nos fonctions cognitives. Alors tout en haut à droite aussi, c'est depuis 800 000 ans le taux de CO2 dans l'atmosphère. En fait, jamais l'homme n'a vécu avec des taux de CO2. Là, on doit être à 410-420 ppm, particules par million de CO2 dans l'atmosphère. Donc, globalement, on n'a jamais vécu ça depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Et du coup, à 2 degrés, normalement, nos fonctions cognitives sont relativement préservées, mais à 4 degrés, on est à peu près à 1000 ppm de CO2. Là, nos fonctions cognitives complexes sont diminuées de plus de 50%. Donc, par exemple, si on dit on s'adapte à 4 degrés de réchauffement climatique moyen mondial, ça veut dire qu'on est débile de toute façon. Et si on y ajoute les pollutions avec, par exemple, un taux de spermatozoïdes divisé par 2 actuellement, déjà, en publication de 2022, divisé par 2, rien qu'à cause de la pollution depuis 40 ans, c'est relativement complexe. Bon, je ne vais pas en rajouter. Et alors là, cette étude précise des choses, sans vraiment étudier les choses, il nous dit juste qu'il faut s'attaquer aux problèmes relativement systémiques. Il essaie de croiser le réchauffement climatique, les problèmes géopolitiques, les problèmes nucléaires et les problèmes bactériens, en nous disant que si tout se croise et tout évolue mal, ça peut être la fin de l'humanité. En tout cas, il nous dit que c'est pas impossible, et en parler n'est pas des trucs du hurluberlu, mais qu'il va falloir l'étudier scientifiquement, parce que c'est vrai qu'on étudie jusqu'à 2 degrés, on s'est dit ok, on va pas dépasser 2 degrés, ça va se passer comme ça, mais après 2 degrés, la science mérite de travailler. Bon, c'est pas votre boulot aujourd'hui en tout cas, mais ça vaut le coup de le savoir pour notamment agir relativement rapidement et donner tout ce qu'on peut sur le sujet. Et c'est du coup tout à fait logique que durant la COP il y a quelques années, c'est 45 millions de médecins, en fait, c'était près qui ont dit on limite le réchauffement climatique à 1,5 degré, à 1,5, parce que 1,5 et 2, je vous rappelle juste que 2 degrés qui sont les accords de Paris, c'est la moitié de la population mondiale, où il y a plus de 20 jours par an où on ne peut pas habiter, quoi. Du coup, même moins de 2 degrés, c'est quand même vachement bien. Alors, le sport. Alors le sport, il émet des gaz à effet de serre. C'est à peu près à moins de 1% du PIB mondial, et moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Alors, il y a de plus en plus de publications ces dernières années. Et alors là, ce sont les émissions de gaz à effet de serre dans le milieu du sport par an. Alors, tout en haut, les pays. Donc, on voit, par exemple, les États-Unis et l'Australie, c'est à peu près 15 tonnes équivalent CO2 par habitant par an. Nous, on était à peu près à 10. La Chine, c'est 7,5. Le Nigeria, c'est 0,6, par exemple. Le terrain, le terrain, vous voyez que c'est pas beaucoup, un terrain par an. Enfin, voilà. Le matériel, bien sûr, une paire de tennis, c'est moins qu'un. Et après, parmi les sportifs, alors on voit quand même que ceux qui jouent en première division, là, les footballeurs en Angleterre, par exemple, c'est parce que l'étude était sur ou le ski alpin, ou la Formule 1, c'est à peu près 5 fois plus qu'un habitant moyen. Et les autres sports, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'il y en a des autres sports? Alors, cette étude-là a été faite en Allemagne avec des sportifs loisirs, différents sportifs qui font différents sports. Et ils ont évalué leurs émissions de gaz à effet de serre. Grosso modo, c'était 1 tonne équivalent CO2. Alors, pour eux, c'était 8 à 25% de leur empreinte carbone totale. Ils voyaient que les sports nature ont des émissions plus élevées, notamment le surf, pour les prochains intervenants, la plongée et le golf. Les sports individuels émettaient un peu plus. La conscience environnementale diminuait un petit peu par rapport aux autres. Et puis, ce qui a aggravé un peu le bilan carbone, c'est le nombre d'années d'activité, l'appartenance à un club, le nombre d'heures d'exercice hebdomadaire, le niveau de performance et le revenu.
Le diplôme universitaire, on va dire les baisser un petit peu. Alors, on va prendre un exemple un peu concret pour voir un peu ce qu'il en est. On prend, c'est sûr que moi je suis, on va dire, un peu le médecin du trail, alors c'est facile de m'occuper de la course à pied, on voit toujours un peu cette tendance. Mais d'ailleurs, c'est un bon exemple. Là, ça a été fait pour un marathonien, on va dire un Parisien, qui fait ou pas le marathon de New York. Et du coup, on voit son bilan carbone. On prend en bas s'il fait pas le marathon de New York. Donc c'est un peu les achats, un petit peu l'énergie, un petit peu tout ce qu'on a vu, voilà. Et s'il fait le marathon de New York, donc en haut à gauche, on voit qu'en fait cet aller-retour Paris-New York, en gros c'est 80% de son empreinte carbone. Et du coup, si on prend ce même marathonien qui fait l'aller-retour Paris-New York, si on compare au tennisman, du coup l'aller-retour Paris-New York, voilà. Et du coup, si on prend le supporter de foot, il a moins, mais on voit aussi que la part du transport est relativement importante pour ce supporter de foot. Alors, Shift Project, qui a fait le plan de transformation de l'économie française, en gros, qui fait un plan pour arriver à net zéro carbone en 2050, il s'est attaqué à tous les domaines de la société, notamment très récemment le foot et le rugby. Et on voit aussi que le transport occupe une place prépondérante dans cette empreinte carbone. Si on prend les méga événements, alors vous voyez les JO, donc c'est des milliers de tonnes, de milliers de tonnes, donc c'est-à-dire que ce sont bien des millions de tonnes. Donc par exemple, les Jeux de Londres, la deuxième ligne, c'est alors les jeux d'été un bilan carbone pire que les jeux d'hiver, pour plein de les jeux de Londres, c'était un peu plus de 3 millions de tonnes équivalent CO2. Et du coup, si on réfléchit en termes de morbimortalité, comme je vous avais dit que c'était 1000 tonnes une personne en dehors de la niche climatique, ça nous fait 3000 personnes en dehors de la niche climatique. Et sinon, ça fait 1000 morts, quoi. Du coup, on peut réfléchir comme ça. Est-ce qu'il vaut mieux un JO ou 1000 morts? Enfin, c'est comme ça, en parlant que de morts dues à la mortalité. Après, il y a tous les phénomènes, bien sûr, d'exemplarité, etc. Et on voit, du coup, l'ensemble des méga événements. Et après, en plus petit, bien sûr, mais vous allez voir, c'est une étape du Tour de France, une saison de Formule 1. Du coup, ça aimé. Pardon, toujours des problèmes avec nous. Alors, les JO de Paris, ils ont diminué par 2 aux JO de Londres dont je viens de parler. Ils avaient annoncé, ils avaient même annoncé en 2020, ils avaient annoncé net zéro carbone, ce qui, est interdit, était totalement aberrant. Bref, c'était de l'annonce. Alors, du coup, ils avaient quand même, ils ont fait des gros efforts. Ils ont diminué par 2 le bilan carbone. Enfin, ils ont dit qu'ils ont divisé par 2, mais quand le Shift Project est passé par derrière, ils ont dit qu'en fait, ils n'ont pas tenu leurs engagements. On est à 2 millions, donc on est un peu moins que les JO de Londres quand même. Et surtout, au moins un tiers, c'est 1 million, plus d'1 million de tonnes équivalent CO2, c'est le transport en avion des spectateurs. Donc là, il y a quand même un transport en avion, c'est vraiment une grosse partie. Alors notamment, je viens de La Réunion, j'ai pas pu m'empêcher de prendre un aller-retour La Réunion métropole, faire les petits calculs que je viens de faire. Il y a 3000 participants, 3000 tonnes, 3000 kilos équivalent CO2 par aller-retour, 3000 fois 3000, 9000. Et du coup, ça fait que un grand raid, que des coureurs, en prenant le bilan carbone seulement des coureurs du grand raid, pas des accompagnants, qui prennent l'avion, du coup, chaque grand raid organisé nous fait au moins 2 morts et 10 personnes dans leur niche climatique durant ce siècle. Alors, qu'est-ce qu'il en est sur la pratique sportive? Alors, Nicolas Bouscarin, je pense, a extrêmement brillamment exposé, pour les jeux de faire, l'impact de la température sur les performances. Et on voit que, globalement, quand il fait chaud, les performances en endurance diminuent. Alors en sprint peut-être augmente augmente d'ailleurs, et en endurance diminue. Dans le froid, c'est un peu pareil. Quand il fait très froid, les performances diminuent de manière moindre, mais c'est un peu le même phénomène comme ça. On peut s'acclimater en 2-3 semaines et du coup, la perte de performance due à la chaleur disparaît. Du coup, on récupère ses performances antérieures et l'acclimatation en fait permet d'améliorer les performances. Bon. Alors, il y a autre chose, c'est qu'il fait chaud le jour et la nuit. Et comme il fait chaud la nuit, on dort moins bien. Et du coup, comme on dort moins bien, déjà,
on a montré qu'il y avait des perturbations du sommeil chez l'être humain en raison du réchauffement climatique. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre le sommeil et le sportif? Alors oui. Cette étude a été faite il y a déjà une dizaine d'années sur de nombreux sportifs, adolescents sportifs de haut niveau. Alors, il y a des versions interindividuelles. En gros, il y a 90-95% des gens qui ont... par exemple, on recommande chez le sportif d'avoir 9 heures de sommeil par nuit. Chez l'adulte non sportif, 8 heures par nuit. Mais en gros, on peut faire plus 1 heure, moins 1 heure parce qu'il y a des grosses variations interindividuelles. Mais si on prend le critère simple, combien on dort par nuit et combien on se fait de blessures chez ces sportifs de haut niveau, eh bien, ceux qui dormaient 9 heures par nuit, dans l'année, ils avaient 15% de blessures. 8 heures par nuit, 35% de blessures. 7 heures par nuit, 65% de blessures. 6 heures par nuit, 75% de blessures. Voilà, l'importance du sommeil directement sur les blessures. Je ne parle même pas des performances, c'est blessures. Donc c'est extrêmement important. Et du coup, si le réchauffement climatique nuit au sommeil, ça impacte les blessures. Alors le WWF et le ministère français du sport ont fait un rapport sur l'impact du changement climatique sur la performance sportive. Et du coup, ils ont bien montré que ça a impacté la santé, les événements sportifs, la qualité de l'air et la performance. Et vu que c'est des conseils à partir de 32 degrés, ils ont fait des petits calculs. Et du coup, à 2 degrés, il y a 24 jours supplémentaires où on ne peut pas faire de sport. Et à 4 degrés, 66 jours supplémentaires, 2 mois. Et du coup, sur chacun des sports, brièvement, à l'intérieur, du coup, il va falloir rénover les bâtiments, les aérer, faire en sorte qu'il n'y ait pas de pollution, ça aura un coût économique. Les gazons, du coup, ils vont prendre de la chaleur, l'herbe va mourir, il y aura des inondations, et du coup, il y aura plusieurs jours par an où les stades seront impraticables. En raison de la montée des eaux, ça nous fait 1/5 à 2 degrés des clubs de voile qui seront menacés. Et les stations de ski également, parce que d'ailleurs là, j'aurais pas le temps de le faire, mais en gros pour le ski, à 2 degrés de réchauffement, il y a 50% des stations des Alpes dans lesquelles il y a quasiment plus de neige, et à 4 degrés, il y a 98% des stations où il y a plus de neige. Et du coup, il faudrait mettre de la neige artificielle, mais la neige artificielle, il faut quand même qu'il fasse froid pour qu'elle tienne, et il faut de l'eau, et il y aura moins d'eau en raison du stress hydrique. Et du coup, pour faire de la neige artificielle, d'ailleurs, il faut du tourisme. Et du coup, il faut de l'argent. Et le tourisme, ça émet des gaz à effet de serre. Donc, encore une fois, la viabilité des sports d'hiver est plus que remise en question, en fait. Du coup, il y a une augmentation du risque pour le sportif en raison de la chaleur. Et pareil, je ne vais pas intervenir sur la pollution, mais rapidement, la pollution... la pollution, c'est les particules fines, le monoxyde d'azote, l'ozone, notamment à la chaleur. Et du coup, d'ailleurs, dans les règles de cardio du sport, ils disent de limiter l'activité aérobie intensive quand c'est très pollué. Donc là, on peut regarder les surveillances. Il faut savoir, je viens de vous dire que 98% de la population humaine respire un air qui n'est pas conforme aux normes de l'OMS. Donc, notamment, Bordeaux est 3 fois supérieur aux normes, par exemple. Et du coup, il faudrait surveiller. Et c'est surtout le sport intensif et quand c'est très pollué que c'est dangereux. Quand c'est très pollué, ça diminue aussi, ça favorise les comportements sédentaires, ce qui n'est pas génial. Mais globalement, prendre le vélo, faire des petits footings, etc., quand on vit dans une ville polluée, c'est plus bénéfique de ne pas être sédentaire et de faire de l'activité physique, même dans une ville extrêmement polluée, que de rester sédentaire. Voilà pour clore ce chapitre. Mais en tout cas, le sport intensif à des niveaux très pollués, c'est très dangereux. Et chaleur et pollution, malheureusement, sont synergiques. Alors, le World Rugby a fait aussi ce même état des lieux sur quel sera l'impact du réchauffement climatique sur le monde du rugby. Et du coup, les spectateurs, les sportifs, les stades seront impactés. Et alors, j'ai mis cette étude qui n'est pas scientifique, mais qui a été faite par un organisme d'assurance anglais, qui montre que la moitié des stades anglais de foot subiront au moins 3 dangers climatiques, donc inondations, sécheresse, tempête, vagues de chaleur, d'ici 2050. Du coup, en gros, les stades, en effet, seront relativement impraticables. Si on regarde, on se projette en 2085, on regarde les centaines de villes potentiellement candidates à avoir des JO d'été, seulement 5% de ces villes permettent d'organiser des JO d'été
avec un risque pour la santé faible. Voilà à peu près ce qu'on est. Alors, bon, bah, je me suis permis de faire un édito parce que quand j'ai vu le rapport du WWF qui nous proposait, qui nous disait, par exemple, qu'il y aura un mois où les stades à 4 degrés de réchauffement climatique moyen, il y aura un mois où les stades, bah, il n'y aura pas de la bonne pelouse. Et, bah, j'ai dit dans la publication que, bon, globalement, quand il y a les 3 quarts de la population humaine qui sont à moitié débiles et qui peuvent pas habiter là où ils habitent, le problème, ce sera peut-être pas le stade. Et quand il nous explique qu'il y aura un coût économique à rénover les bâtiments, alors que les performances cognitives seront faibles, c'était peut-être pas le problème quand même, et c'était peut-être pas ce qu'il fallait dire. Donc les solutions. Parfait, je regarde l'heure. Allez, je me donne un quart d'heure, par exemple. C'est à l'heure, on peut reprendre derrière, et moi je t'enchaînerai direct. Parfait. Du coup, les solutions, il va falloir attendre. Philippe, c'est toi? C'est bon. Pardon, bonjour. Ben voilà, je tutoie tout. Si tu mets en mode présentation, peut-être, je sais pas. Cette fois, c'est bon? C'est mieux, là. Là, c'est mieux, ouais. Parfait. Une demi-heure? Ah bon, ok. On veut bien. Très bien. Alors voilà, à nouveau Bruno Marchand. Merci beaucoup à Philippe Perrier pour son cours. J'enchaîne du coup sur les solutions. Alors encore une fois, j'avais fait tout un topo sur les limites planétaires qui parlait un petit peu de la biodiversité, du stress hydrique, mais également beaucoup de la pollution et du sport dans la pollution. Et également sur la surexploitation des ressources et des carences. Pour intégrer l'ensemble des limites planétaires. C'est pour ça que j'ai essayé d'avoir une vision un petit peu systémique. Et c'est pourquoi j'ai essayé de résumer en gros la problématique, que ce soit la surexploitation des ressources, parce que j'allais même dire, en dehors du problème du réchauffement climatique, si on continuait comme ça, on va dire, il n'y a plus assez pour continuer. On voit qu'en gros, par exemple, les JO sont pas durables. Il y a beaucoup de choses qu'on peut plus faire parce qu'il n'y a plus de ressources sur la planète et du coup, alors le cours là qui dure 3 heures, j'ai donné à l'ensemble des enseignants de médecine du sport de France, et je vais le mettre également à disposition. Et la pollution, en effet, il y a la pollution de l'air, par exemple aux particules fines, au monoxyde d'azote, à l'ozone, etc., qui ont une durée dans l'atmosphère très courte, de l'ordre de quelques heures à quelques jours, et qu'on différencie du coup des gaz à effet de serre qui ne sont pas strictement considérés comme la pollution. Mais du coup, on peut résumer ça en gros à en fait une surexploitation des ressources, une production exacerbée avec un rejet de déchets trop importante. Et alors extrêmement récemment, là je crois que c'est sorti il y a quelques jours, du coup l'auteur principal des mythes planétaires a décrit comment est-ce qu'on en fait pouvait retourner dans une zone. Alors du coup l'ensemble des limites planétaires, vous avez vu, souvent c'est représenté avec un cercle et puis du coup on sort des limites vers l'extérieur. Et du coup la zone verte, c'est la zone juste et sûre. Des fois sur la publication, ils séparent ce qui est juste et ce qui est sûr. Et puis du coup, sur chacune des limites, en fait, ils regardent ce qu'on peut faire. Et du coup, après, on sort dans une zone à risque. En fait, on y est. On voit les inondations, les chaleurs, les incendies. Si vous suivez un petit peu... Quoique ce qu'on a été, bref. Donc on est déjà dans la zone à risque. Et ce qui nous a fait sortir, c'est en gros la grande accélération, donc l'augmentation de la consommation et de la production là, durant ces dernières décennies, qui est en augmentation exponentielle. Et du coup, si on continue comme ça, on va dépasser les seuils et du coup les points de bascule, les points de rétroaction positive. Alors ce qu'il faut faire, c'est que pour s'en sortir, il faut revenir dans la zone juste et sûre verte. Et pour ça, en 2030, donc dans 6 ans, il faut respecter les accords de développement durable, ça passe tout seul, de l'ONU, et arriver à net zéro carbone 2050. Alors, encore une fois, je parle du réchauffement climatique, parce que facile à calculer, net zéro carbone, il y a calculé les gaz à effet de serre et arriver à net zéro. Alors en effet, Antonio Guterres, quand à la fin de la sortie du rapport du GIEC, il a déclaré que c'est une urgence, perdre du temps, c'est périr. Il a demandé à déclarer l'état d'urgence climatique, et très récemment, au cours de la journée mondiale de l'environnement en juin, il a dit que nous avons besoin d'une bretelle de sortie de l'autoroute qui mène à l'enfer climatique. Voilà à peu près pour résumer les choses de manière littéraire. Mais on est bien dans le chapitre solutions. Et du coup, s'éloigner du bord du gouffre est encore à peu près possible, mais seulement si nous nous battons plus fort. Et le président du GIEC, Songli, a dit qu'une action climatique équitable et efficace
porté à l'échelle planétaire, donc tout le monde doit agir, mais notamment nous, réduira non seulement les pertes et dommages, d'accord, mais nous apportera aussi d'autres avantages. Et vous allez voir que les bénéfices sont justement sur la santé des populations humaines, ce qui nous concerne directement en tant que soignants. Si nous agissons maintenant, nous pouvons encore garantir un avenir durable et vivable à toute la planète, mais en gros, c'est 5 ou 10 ans. Alors rapidement, ce qu'il faut faire en haut à gauche, c'est du coup le budget carbone qui nous reste, du coup tout ce qu'on a consommé en bleu ciel là, tout ce qu'on a émis en gaz à effet de serre depuis en gros 1850, 1750 même. Ce qui nous reste à émettre avant 1,5 degré, bon bah là on va y arriver très rapidement, et ce qui nous reste à émettre à 2 degrés. Donc on continue à utiliser de plus en plus d'énergie au fil du temps, hein, là, voilà. Et plus de 80% en fait de l'énergie, c'est charbon, gaz, pétrole, en gros c'est les énergies fossiles. Et malgré toutes les alertes, les réunions, les COP, etc., on émet encore plus d'énergie fossile, et bien sûr ça se réchauffe, alors qu'il ne faut pas stabiliser ni diminuer, mais bien diminuer drastiquement. Alors, diminuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors là, on voit au fil du temps les émissions de gaz à effet de serre. Alors, en rouge, c'est justement, on est en plein pendant la COP du climat, c'est les promesses de l'ensemble des États. Et si les États respectent leurs promesses, on est sur la ligne rouge, c'est-à-dire qu'on arrive à peu près à un réchauffement... alors sans prendre en compte vraiment les phénomènes de rétroaction positive, mais un réchauffement atmosphérique moyen mondial de 3,1 degrés à peu près. Et pour arriver aux 2 degrés du coup que je vous ai décrit, vous avez compris combien ça vaut le coup de le faire, il faudrait d'ici 2030 diminuer de 27% les gaz à effet de serre mondiaux, donc dans chacun des domaines, dans chacun des pays, et pour avoir 1,5 degré, diminuer de 43% les gaz à effet de serre. Alors dans le Emission Gap Report, qui est le rapport de l'écart qui nous sépare entre les déclarations des États et ce qu'il faut faire pour arriver à 1,5 ou 2 degrés de l'ONU, là, 2024. Ils ont bien montré qu'il y avait une grosse différence entre ce que déclaraient les États et ce qu'il faudrait faire pour arriver à 2 degrés, et que justement, si on tardait, ça allait être de pire en pire. Et en effet, on voit, par exemple, on reprend un schéma qui date déjà depuis 10 ans. On voyait que si on prenait à peu près en 2000, donc il y a 24 ans, et ben en fait une diminution de 2% des gaz à effet de serre par an tous les ans jusqu'en 2050 aurait suffi, si je puis dire, c'était énorme. Maintenant, alors si on prend le rapport de l'ONU 2024 pour arriver à 2 degrés, c'est moins 4% par an tous les ans. Et si on retarde à 2030, en gros, on attend 6 ans, on fait et puis on se retrouve là dans 5-6 ans, ça passe vite. Hein. Moi, j'ai donné mes premiers cours en 2019, c'est ce que je donnais, on se retrouve en 2024. Franchement, j'ai pas l'impression que les choses aient bougé. On s'y connaît un peu plus, mais bref. Et ben du coup, ça va être 8% par an tous les ans jusqu'en 2050. Et alors, pendant la Covid, par exemple, alors c'était pas programmé, etc. Mais du coup, la diminution des gaz à effet de serre qui était observée due à la crise Covid, c'était 5% durant l'année 2020. Pour donner un ordre de grandeur. Alors, si vous dites, ok, du coup, je prends du vélo, je suis végétarien, j'arrête de prendre l'avion, etc., et que vous faites tout de manière dite théorique, les actions personnelles ne peuvent, malheureusement pour un Français moyen, par exemple, jouer que pour une diminution d'à peu près 20% des gaz à effet de serre en France. Du coup, si vous avez à peu près un bilan carbone à 2 tonnes équivalent CO2, en gros, si vous êtes, on va dire, écolo et héroïque, et ben du coup, ça va agir à peu près sur 10%. Donc, ce qu'il faut faire, c'est agir au niveau organisationnel dans toutes les parties. C'est-à-dire que nous, médecins du sport, on agit en tant que médecin, en tant que soignant, au niveau individuel, et on fait tout ce qu'on peut. Et la société et les sociétés, en fait, doivent se métamorphoser. Je pense que ça peut être à peu près le terme consacré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, bien sûr, on va pas tout arrêter. Si on arrête tout, on arrête de bouger, en fait, on respire un peu, dans quelques jours, on est mort. Il va bien falloir boire, manger, probablement se déplacer, etc. En effet, avoir du coup un minimum de dépenses énergétiques ou en fait d'extraction de ressources pour être plus large et d'émissions, on va appeler ça des déchets. Et du coup, on considère qu'il faut un minimum pour respecter le plancher social et garantir une bonne qualité, une bonne bien-être à la population. Mais il ne faut pas dépasser certaines extractions et ressources et pas trop de pollution et ne pas dépasser donc le plafond écologique. Voilà, donc c'est la zone dans laquelle il faut rester. Alors,
quid du système de santé? Alors, le système de santé, en fait, certes, il participe à la santé des populations, mais il participe également aux nombreuses pollutions, notamment les gaz à effet de serre. Alors là, ces derniers jours est sorti justement le Lancet Countdown Report 2024, et du coup, ils ont bien montré que le système de santé mondial a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre de 36% en 5 ans. Et du coup, j'ai fait du copier-coller d'ailleurs hier soir. Les systèmes de santé sont de moins en moins préparés à fonctionner dans un avenir aux émissions de gaz à effet de serre nulles et éloignent davantage ce secteur de son principe fondamental, ne pas nuire. Et si vous avez mieux faire des petits calculs de je prescris une IRM et du coup, globalement, ça me fera tant de morts et je sauve tant de personnes, il y a moyen que ça vous incite à changer les pratiques. Et du coup, il émet des gaz à effet... Alors, il émet de nombreuses pollutions, voilà, notamment des gaz à effet de serre. En gros, en France, c'est 8%, les pays riches plus. Et du coup, par exemple, 10% de gaz à effet de serre, 10%, si on est avec 10 tonnes équivalent CO2, pour une personne, rien que le fait de se soigner, ça fera 1 tonne équivalent CO2. Et pour net zéro carbone, il ne faudrait pas dépasser 2 tonnes équivalent CO2. Donc, on ne peut pas consacrer 50% de notre budget carbone au système de santé. Donc, de toute façon, il n'est pas durable comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, on regarde ce qu'on dit Chiffre Project sur le rapport décarboné à la santé. Il faut agir à tous les niveaux. Alors, où sont les émissions de gaz à effet de serre du système de santé? Alors, au niveau de l'hôpital, plus de la moitié, c'est les médicaments et les dispositifs médicaux. Donc, plus de la moitié, c'est ce qu'on prescrit. Et l'autre moitié, ça va être les transports, l'alimentation, les bâtiments, etc. Là, on va pouvoir peut-être laisser la main aux autres. Mais il va falloir faire un effort sur la prescription. Et dans le cabinet médical, si on ne prend pas en compte du coup les médicaments, c'est surtout le transport et le chauffage. Et du coup, en effet, n'hésitez pas, à venir à vélo et à demander, si je puis dire, à vos patients, quels qu'ils soient, à venir à pied à vélo. Et vous allez voir que globalement, c'est bénéfique, pour l'écologie et pour leur santé. Et puis en fait, c'est juste souvent oser. Il y a pas mal d'études qui montrent que quand le médecin ose, ça se passe bien. C'est souvent corrélé d'ailleurs à l'activité physique. Probablement que les médecins du sport sont bien placés là-dedans pour demander à leurs patients de bouger et ça aura un rôle d'exemplarité relativement intéressant. Du coup, on diminue tous les gaz à effet de serre sur chacun des postes, on demande aux entreprises pharmaceutiques de moins émettre quand ils produisent, on met un peu moins de camions polluants, etc. Mais du coup, in fine, même si on décarbone chacun des postes, on n'arrive quand même pas à diminuer de 80% en fait des émissions de gaz à effet de serre pour arriver aux objectifs des accords de Paris. Et du coup, on émet quand même trop. Et ce qu'il faut faire, c'est avoir moins recours au système de santé. Et là, ce qui est extrêmement heureux, c'est que les mesures, on va dire, écologiques, sociétales, améliorent la santé des gens. Du coup, il y a moins de recours au système de santé. En gros, ça s'appelle la prévention. Alors, on comprend très facilement, on émet moins de gaz à effet de serre, du coup, plus de transport actif, moins de pollution et une meilleure nutrition. En gros, on est moins malade. Alors, comment est-ce qu'on fait, nous, directement en tant que soignants? Déjà, en fait, on arrête ce qui est néfaste, parce que globalement, on va pas se le cacher, il y a quand même beaucoup de soins qui sont néfastes. Alors moi qui suis médecin rééducateur, j'avais même bossé d'ailleurs avec Mathieu ça sur le dos, ça fait plus de 50 ans qu'on sait que prescrire une IRM, alors, vous pouvez lire la publication, elle est là, pourquoi, c'est toujours la question qu'on pose, mais prescrire une IRM à lombalgie ou lomboradiculalgie au niveau aigu aggrave par plus de 2 le pronostic fonctionnel par rapport à ne pas prescrire. Alors du coup, si on prescrit, non seulement on est nuisible au niveau de la santé individuelle, mais en plus on est nuisible au niveau de la santé environnementale. Donc ça, c'est d'une pierre deux coups. C'est pareil, alors moi je fais du trail, les AINS, il y a je sais pas combien d'automédication, c'est vendu dans un supermarché. Déjà au niveau individuel, le bénéfice-risque, il n'est pas du tout en faveur de l'automédication. Du coup, vous aurez mieux enlever les AINS. Mais en plus, je vais pas parler de la pollution, mais la pollution par les médicaments, c'est redoutable. Du coup, ne pas en donner, c'est bénéfique. Et alors encore une fois, je suis pas un spécialiste de la question, mais je crois que dans la revue Prescrire, qui est relativement indépendante, ils mettent à jour assez régulièrement des médicaments qu'il ne faut pas prescrire et qui sont déjà néfastes à la santé individuelle. Donc, il faut tout de suite arrêter ça. La deuxième chose, c'est d'arrêter ce qui ne sert à rien. Par exemple, aux États-Unis, le gâchis, c'est 25% des dépenses du système de soins. En fait, si on arrête ça, ça nous fait déjà beaucoup de consommation en moins. Et après, alors, en médecine du sport, qu'est-ce qui ne sert à rien? Alors, par exemple, l'HAS, en 2023, a dit qu'il y avait, je cite, tendinopathie non rompue de l'épaule, un recours trop fréquent à la chirurgie. Alors, les acromioplasties, etc., les trucs qui servent à rien au bloc, franchement, il y en a. Du coup, se reporter sur des mesures simples, pas besoin d'examen complémentaire et de chirurgie inefficace, et il y en a en médecine du sport.
Les ligaments croisés, c'est pas moi qui vais vous faire le cours, mais globalement, tout niveau, quel que soit le sport, la solution rééducative peut être donnée. Et entre chirurgie d'emblée ou rééducation, globalement, les résultats sont les mêmes. Il n'y a pas d'intérêt, quel que soit le niveau sportif et quel que soit le sport, notamment le footballeur en D1, d'opérer directement. Or, ça fait souvent, ah ben tu t'es rompu, du coup il faut qu'on t'opère dans les ruptures isolées, hein, sans lésion méniscale. Et du coup, là, ça vaut le coup de quand même de se pencher sur la question. Plutôt, en gros, le fond de ma pensée, c'est qu'on opère quand même un petit peu trop. Et en pédiatrie, alors, ils ont sorti un très bel article où ils ont dit bien évaluer les choses, vraiment essayer de voir, suite aux preuves scientifiques, qu'on est efficace, vérifier qu'il y ait des preuves scientifiques, les prescrire. Et du coup, la meilleure semelle, en gros, est celle qu'on ne donne pas, quoi. C'était relativement intéressant et très osé dans cette publication. Ensuite, substituer le plus néfaste écologiquement par ce qu'il est moins. Par exemple, alors nous en médecine du sport, une échographie émet 20 fois moins de gaz à effet de serre qu'une IRM. Bon, bah, des fois on a la main facile sur l'IRM. En plus, je ne sais pas si vous allez avoir des cours spécifiques, mais ça a le mérite d'être fonctionnel, d'être dynamique, d'avoir un certain contact avec le patient. Et du coup, en général, on est sur pas mal d'indications aussi sensibles, aussi spécifiques que l'IRM, voire plus. Et il y a de nombreux médicaments, par exemple, ce qui est IV. Alors, des fois, bon, c'est pas pratique, mais ce qui est, on prescrit souvent, enfin, certains médecins prescrivent IV par rapport à Péros. Et par exemple, sur la morphine IV, 50% des gaz à effet de serre, c'est l'emballage. Du coup, bah là, ça sert pas à grand-chose l'emballage. Après, il y a bien sûr, on vend des plaquettes de médicaments. On a besoin d'un médicament, on vend des plaquettes de vin. Ça, c'est sûr, ça sert à rien. Et nous, ça va plus nous concerner sur, notamment, par exemple, dans le sport, on peut parler déjà de l'asthme et de la bronchoconstriction d'effort. Alors là, il y a un vrai sujet avec le dopage, c'est-à-dire qu'il faut savoir que quand même, il y a 3 médicaments autorisés, les autres sont inscrits sur la liste des produits interdits, donc c'est pas le sujet, mais bon. Et après, en ce qui concerne les gaz à effet de serre, alors les aérosols, en fonction du produit, des marques et surtout du distributeur, les gaz à effet de serre varient de l'ordre de 1 à 20. Et du coup, alors là, on peut substituer relativement facilement si l'efficacité est la même. Et chez le sportif, attention du coup au règlement antidopage. Alors ça, c'est juste un exemple. En ophtalmo, ça va pas nous concerner, mais en Inde, ils arrivent à diminuer par 20 les émissions de gaz à effet de serre pour une chirurgie de la cataracte, avec exactement la même efficacité et pas plus d'effets secondaires. Donc c'est quand même possible de réduire par 20 les émissions de gaz à effet de serre pour une chirurgie. Et en médecine du sport, en revue de la littérature, en gros, il y a quasiment rien. Il y a quasiment rien. On trouve quelques petites. En gros, ouais, pour le moment, du coup, il faut vraiment augmenter la recherche pour voir. Où est-ce qu'on peut progresser. Donc l'idée, c'est de ne pas devenir des prescripteurs réflexes débiles, notamment d'avoir une vision globale de la santé, parce que la santé, certes, ça repose sur le soin, mais aussi la prévention, mais aussi de multiples facteurs, les déterminants sociaux de la santé, l'éducation, l'enfance, la pollution, l'emploi, etc., ont un impact énorme sur la santé des populations. Et le système de soins, ça dépend des revues, mais n'est que de l'ordre de quelques pourcents de la santé des gens. Il ne faut pas croire qu'on est en bonne santé parce qu'on a un bon système de soins. Alors ça. Et alors là, tout est du Lancet, parce que je sais que ça peut être un peu polémique, mais globalement, j'ai repris le Lancet Report, Lancet 2023-2024, et vous avez les sources. Mais globalement, voilà, entre les dépenses de santé en abscisse et les bénéfices sur la santé en ordonnée. Donc la mortalité accessible au système de soins en fonction des dépenses de santé, on voit qu'à un moment, on gagne en soins et après, en fait, on gagne plus. Et pareil pour l'espérance de vie, et même à un moment, quand on dépense beaucoup, par exemple aux États-Unis, ils dépensent énormément, et en fait, le gain sur l'espérance de vie est pas énorme. Or, il y a une relation linéaire, alors à cause de l'effet d'un, entre le PIB et la consommation d'énergie. Ce qui fait que du coup, de la même manière, si en abscisse on a les émissions de gaz à effet de serre et en ordonnée la mortalité ou l'espérance de vie, c'est exactement pareil. Au début, on émet un peu de gaz à effet de serre, on gagne en santé, et puis au bout d'un moment, on est même néfaste. Et par exemple, la publication là, de Laurie Marot, que je connais bien, j'ai cette chance, qui est une grande chercheuse, a évalué du coup les émissions de gaz à effet de serre là, en ordonnée et l'accès au système de soins en abscisse. Et on voit que dans les pays développés, en fait, c'est pas du tout, plus on émet de gaz à effet de serre, meilleure est notre santé. Et dans du coup le Lancet Countdown, ils ont bien montré, ils ont demandé que les systèmes de santé ne dépassent pas d'émissions supérieures à 400 kg de CO2 par personne. Donc c'est le schéma à gauche au milieu.
on voit les objectifs de développement durable qui doivent être l'objectif. L'objectif, ça ne doit pas être le PIB. Alors, je vous dis et je vous le rappelle parce que, j'allais dire, plus on a de bouteilles et plus les gens visent strictement l'argent. C'est pas du tout l'objectif qu'il faut avoir. Il faut avoir, en tant que scientifique et en tant que soignant, les objectifs de développement durable, par exemple, de l'OMS, et avoir, du coup, un petit peu d'émissions de gaz à effet de serre. On est un petit peu obligé, on voit sur tout à gauche, mais au bout d'un moment, ça sert à rien. Et du coup, voilà, pas plus de 400 kilos de CO2 par personne et par an. Du coup, quel est notre rôle de soignant? Justement, intégrer tout ça. Et alors là, par exemple, on part sur le scénario écologique de la Grande-Bretagne et du Pays de Galles. Du coup, ils vont en fait plus de transports actifs, un petit peu de voitures et de vélos électriques. Et du coup, avec moins de pollution, une meilleure alimentation et plus de transports actifs, on aura un gain qui était évalué et calculé de plusieurs millions d'années de vie gagnées d'ici 25 ans et c'est 13,7 millions d'années gagnées d'ici 2100. C'est-à-dire qu'appliquer les plans écologiques sont bénéfiques pour la santé. En ce qui concerne l'alimentation, alors, par exemple, on peut prendre les émissions de gaz à effet de serre des principaux groupes alimentaires. C'est surtout la viande rouge et surtout les produits carnés, puis les produits laitiers, les œufs. Et les aliments végétaux sont ceux qui ont le moins d'émissions de gaz à effet de serre. Pas vraiment à cause du transport comme on peut l'imaginer. Par exemple, les bovins et la viande, c'est surtout en raison du changement d'usage des sols et de l'agriculture. Si vous voulez, si vous regardez que les gaz à effet de serre, il vaut mieux prendre des fruits et légumes qui viennent d'ailleurs que, du bœuf qui viennent d'à côté de chez nous, même si manger local est extrêmement bénéfique parce que la mondialisation repose sur le pétrole et manger local, ça a beaucoup de bénéfices. Et alors, sur la droite, c'est une étude qui a été faite par le Lancet. On voit que plus l'alimentation, c'est des groupes d'aliments, est bénéfique pour la santé. Donc, en fait, les barres, ce sont les gains d'espérance de vie et plus... En fait, plus c'est bon pour la santé, moins il y a d'émissions de gaz à effet de serre et moins il y a d'utilisation des terres. Du coup, manger écolo nous rend en meilleure santé. Et d'ailleurs, en effet, j'ai lu il n'y a pas longtemps le rapport du Lancet Countdown en France. En France, les produits laitiers et la viande rouge sont responsables de 80% de la mortalité due à l'alimentation en France. Et on s'imagine souvent que c'est peut-être moins vraiment c'est vrai, mais c'est vraiment la viande rouge, par exemple, qui est mauvaise pour la santé. Et extrêmement bonne de s'en passer pour l'écologie. Du coup, le Lancet a dit comment, ils se sont collés pour dire est-ce qu'on peut nourrir la planète entière pendant longtemps et tous vivre? Bah oui. Et en bonne santé. Et justement, si on respecte cette assiette du 8 Lancet, alors vous voyez qu'à gauche, il y a plein de fruits et légumes. Il y a un petit peu de protéines animales là en rouge. Il y a des grains complets. Bon, voilà, ça c'est l'équivalent en pourcentage. On nourrit tout le temps à tout jamais. On nourrit tout le monde à tout jamais. Enfin, les 8-10 milliards d'habitants, si on veut. Et du coup, si on mange comme ça nous fait 2 tiers de décès en moins et 1 tiers de cancer évité avec ce régime. C'est 2 tiers de décès en moins et 1 tiers de cancer évité en adoptant le régime. Copier-coller traduit du Lancet. Alors là, vous pouvez calculer sur chacun des aliments en fait les bénéfices sur l'espérance de vie en fonction de votre âge que vous pourrez gagner en adoptant moins de viande rouge, plus de tels légumes, plus de tels fruits, etc. Et chez le sportif, c'est aussi extrêmement important. Alors, par exemple, on regarde chez des sportifs, adolescents sportifs de haut niveau, ceux qui ont respecté, en gros, au moins 3 fruits et légumes par jour et au moins 2 fois du poisson par semaine. On voit qu'en gros, il y a entre 20 et 40% des gens qui respectent les recommandations. Et de manière extrêmement simple, ils respectent ou ne respectent pas. Ceux qui respectent ces recommandations ont 2 tiers de blessures en moins. Pour vous donner un ordre de grandeur de l'impact de l'alimentation. Alors, sur la blessure, mais sur la performance, les chiffres sont d'autant plus vrais. Ça, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis chez des gens qui étaient motivés à modifier leur alimentation. Et on voit de la même manière que si on remplace le bœuf par de la volaille, pour vous donner un ordre de grandeur, on diminue les émissions de gaz à effet de serre de quelques pourcents et on améliore la santé et on diminue le coût. Et si on remplace carrément toute la viande par des protéines végétales, on diminue les gaz à effet de serre jusqu'à la moitié. Alors là, sur le schéma, c'est plus que la moitié parce qu'en fait, c'est des émissions de gaz à effet de serre des protéines.
Mais du coup, en gros, sur toute l'alimentation, on les diminue jusqu'à la moitié en étant végétarien, quoi. Et on améliore sa santé et on diminue les coûts. Donc, en gros, les co-bénéfices sont présents. Chez le sportif, cette étude de la Société internationale de médecine du sport a évalué la qualité de vie dans de multiples domaines des sportifs endurants. En fait, c'est des coureurs des 10 km, 20 km, marathon, bref. Et du coup, ils ont évalué la différence entre les sexes et puis la distance, mais les résultats sont quasiment les mêmes. En fonction du régime alimentaire, du coup, omnivore, végétarien, voire vegan. Bah, en gros, ils ont retrouvé que les sportifs ont une excellente qualité de vie, quel que soit son régime alimentaire. Donc, pas de problème à être végétarien, voire vegan. Dans cette étude, dans Frontiers, quantitative et qualitative, ils ont étudié des hommes et des femmes jeunes qui avaient une pratique plus ou moins importante et différents régimes. Et on voyait que les femmes avaient moins d'émissions de gaz à effet de serre et que les moins actifs avaient moins de gaz à effet de serre. Du coup, les plus actifs et les hommes étaient ceux qui notamment mangeaient plus de produits carnés et avait un potentiel pour améliorer la consommation d'aliments adaptés au climat le plus important. C'est un peu ce qu'on trouve dans cette étude qui a été faite chez une centaine d'adultes adolescents au Brésil, qui étaient des sportifs loisirs compétiteurs. Ils ont regardé leur empreinte carbone et leur empreinte eau, parce qu'il y a un problème aussi de stress hydrique, en fonction des aliments. Et on retrouve encore une fois que la viande rouge en premier lieu et la volaille et les produits laitiers étaient ceux qui avaient le plus grand impact. Et ils ont bien montré que ils ont comparé du coup ces apports en fonction des différentes catégories alimentaires en fonction des recommandations. Et du coup, ils mangeaient trop de viande rouge, trop de volaille et trop de produits laitiers et pas assez de fruits et légumes et de poissons. Et ils avaient tous un apport protéique largement suffisant. Ce qui a fait conclure que, en fait, en diminuant les apports de produits carnés et de produits laitiers, ils restaient dans les recommandations d'apport protéique sans aucun problème. Et du coup, en gros, on peut manger plus de végétaux, moins de viande et il n'y a aucun problème pour le sportif. Si on est vegan, il peut y avoir certaines carences, je pense. Mais cette diapo vous explique les carences et où on peut trouver les aliments naturels dans lesquels on a des macronutriments, surtout les protéines, et micronutriments relativement intéressants. En ce qui concerne la locomotion, alors le transport le plus durable, c'est la marche. Et en gros, plus c'est durable, plus c'est écolo. L'avion étant le moins. Alors dans cette étude intéressante, encore une fois en Grande-Bretagne, où ils ont évalué l'impact sur la santé des différentes visions d'avenir écologique, on voit que la vision 1, c'est un peu l'avenir pas trop écolo, 2, plus écolo, et 3, c'est le plus écolo. En gros, plus on est écolo, plus il y a de transport actif, et moindre est la morbimortalité. Et pourquoi on est meilleure santé, en gros, quand il y a des vélos et de la marche, et de rares voitures électriques et quelques vélos électriques? En 1, grâce au bénéfice de l'activité physique, en 2, parce qu'il y a moins d'accidents, et en 3, parce qu'il y a moins de pollution de l'air. C'est ce qu'on retrouve avec aussi les scénarios de transition énergétique français. Donc l'ADEME. L'ADEME a fait 4 scénarios de transition énergétique. Génération frugale, coopération territoriale qui sont les plus écolos. Technologie verte un peu moins et Paris réparateur, c'est un peu du technosolutionnisme, si je peux résumer ça. Et du coup, c'est bien dans les scénarios les plus écolos dans lequel on a le plus de gains de santé, et celui dans lequel on est un peu technosolutionniste, justement, ça aggrave la santé, c'est le scénario 1 et 2, justement, où, dans lequel, en fait, les personnes respecteraient les recommandations de l'OMS, qui sont 75 à 150 minutes d'activité physique, plus ou moins de la muscu. L'autre scénario très connu en France, c'est Négawatt. Il voit que dans ce scénario, on a un peu plus de marche et beaucoup plus de vélo. On multiplie le vélo par 6. Et on a également de vrais gains en morbimortalité.
Après, il y a autre chose avec l'activité physique et le transport actif. Enfin, il y a un rapport avec la nature. La nature, le contact avec la nature améliore la santé. Ça a été prouvé. Hein, les preuves sont à gauche, là, grade A, B et C sur l'ensemble des maladies. Et en fait, pour aller dans la nature, il faut déjà une bonne condition physique. Et après, vouloir faire du sport nous incite à aller dans la nature. Et quand on est dans la nature, on est incité à faire de l'activité physique. Donc il y a un lien de tout ordre. Alors ça, c'était pour en tant que soignant. Et maintenant, dans le monde du sport, je me donne, dis-moi, 5 minutes? Parfait. Je me donne 5 minutes dans le monde du sport. Je vais très rapidement. Alors, l'ONU a demandé aux organismes sportifs, à l'ensemble des acteurs du sport, enfin, a demandé à inviter à les rejoindre. Et on peut rejoindre Sport for Climate Action, qui implique, en fait, d'écrire un bilan, de s'engager à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 et d'arriver à net zéro 2040. L'idée, c'est aussi d'avoir un rôle d'exemplarité, d'utiliser le sport comme un outil unificateur pour fédérer et créer une solidarité entre les citoyens du monde. Là-dessus, du coup, il y a 5 thèmes: le transport, l'activité physique en elle-même, les équipements, les instructeurs et la publicité et la communication. Et du coup, ça a été différencié en 16 petits points qu'on peut essayer de respecter. Le WWF et ministère des Sports aussi, c'était un peu grosso modo pareil. Après, Bernard Paquito, qui est canadien, qui a un institut de recherche sur le sport et qui intervient beaucoup sur la santé, a fait une revue de la littérature où il propose des choses un peu plus larges, notamment de modifier les recommandations physiques actuelles en prenant en compte le changement climatique, parce que vous voyez, quand il fait chaud et il y a de la pollution, ça faudrait peut-être l'intégrer dans la recommandation. De faire un enseignement, on est en plein dedans, de préparer les activités physiques et sportives aux catastrophes naturelles et de réorganiser les compétitions pour avoir moins d'impact. En gros, limiter les gaz à effet de serre et s'adapter. L'ADEME a émis un extrêmement bon avis. Le Shift Project a émis un plan pour arriver à net zéro carbone en 2050. World Rugby aussi, une action climatique, du recyclage, si je puis dire, enfin une économie circulaire, de la durabilité et une protection de l'environnement. Dans le milieu du trail, allez, pour faire court, il y a beaucoup de parlotte. L'ITRA propose de faire des compètes localement plutôt que de prendre l'avion. Bon. Les compétitions de trail, il y a quelques mesurettes, mais on n'est pas au niveau. Notamment, le gros problème, c'est le transport. Hein. Alors dans le milieu du trail, les champions, franchement, sont relativement exemplaires. Hein. François Den a fait une compète exemplaire. Xavier Thévenard arrête de prendre l'avion et s'est engagé également. En ce qui concerne le matériel, maintenant il y a du recyclage, de la location, de la revente. Il y a même des pubs de grandes marques qui disent que le meilleur habit technique est celui qu'on n'achète pas, de recycler l'ancien. Il y a des chaussures multi-usages pour avoir qu'une seule paire. Mais il y a aussi beaucoup de greenwashing et les entreprises de marques de vêtements de sport sont parmi les plus pointées du doigt. En fait, elles ont des graves procès. Voilà. Alors, l'ADEME a mis des affiches que vous pouvez prendre sur le site de l'ADEME. Vous pouvez les télécharger en je ne sais pas quel format, sur le climat, sur la biodiversité, sur les mobilités, sur l'alimentation, les déchets, le numérique et la consommation. Voilà. Alors, l'ensemble des organisations sportives et non sportives ont fait des plans d'adaptation, plus ou moins. En fait, ça date de 2020, donc il y en a 2021, donc il y en a 2020. Donc il y en a plus que ce qui a marqué. C'est les petits trucs en vert, c'est quand du coup le CIO, la FIFA ont des plans ou pas. Mais le problème, c'est qu'ils sont sponsorisés, je vais aller très vite, par des marques soit producteurs de fossiles, soit des entreprises fossiles. Donc Antonio Guterres a demandé, il les a appelés les parrains du chaos climatique, a demandé d'arrêter les sponsors. Or, World Rugby est sponsorisé par Total. L'AE aussi a interdit la pub pour les industries émetteurs de gaz à effet de serre, mais bon, il n'y a pas besoin de montrer les clubs, les organisations qui ont pour sponsor, j'allais dire, les pires des marques. Ça a été bien répertorié dans ce rapport qui montre que les marques et même les producteurs d'énergie fossile sponsorisent les organisateurs
pour redorer leur image. Alors, je ne suis vraiment pas contre lui, mais du coup, le rôle du sportif, c'est particulier. Alors, Lionel Messi, alors, par exemple, sur Instagram, parmi les 20 qui ont le post les plus vus au monde, 15 sont des footballeurs internationaux. C'est pour dire leur retentissement. Or, ils sont aussi sponsorisés par, notamment Messi, il a touché plein d'argent de l'Arabie Saoudite, qui est un grand produit pétrolier. Et en fait, d'ailleurs, le premier rapport du GIEC est sorti pendant le transfert de Lionel Messi, et la vision médiatique du transfert de Lionel Messi était 5 fois plus vue que le rapport du GIEC. Pour vous donner une idée de l'impact médiatique qu'ils peuvent avoir. Alors, je passe vite sur les pays. Bon, Paris, à 2024, a essayé de faire un effort, mais encore une fois, il était sponsorisé par Coca et plein de choses polluantes. Alors, le BMJ a demandé au CIO d'arrêter d'être sponsorisé par Coca, notamment pour la pollution plastique, etc. Et en ce qui concerne la place du sportif, alors on sait que les gens qui ont une grande renommée médiatique, s'ils font un effort, il y a un impact sur la population qui suivent l'exemplarité du leader, on va dire ça comme ça. Et en fait, le leader retire également des bénéfices puisqu'il a une meilleure image de la part du public. Mais le sportif, c'est pas spécialement un leader. Des fois, c'est un jeune. Et on voit que, par exemple, là, dans cette revue du Lancet, on voyait que plus de la moitié des jeunes avaient une éco-anxiété ayant un retentissement sur leur vie quotidienne. Alors, 85% sont éco-anxieux et plus de la moitié sont vraiment impactés. Et les sportifs aussi. Or, les sportifs de haut niveau, c'est pas ceux qui ont la meilleure santé mentale. Là, dans cette revue de la littérature, il y a presque un tiers des sportifs de haut niveau actuels qui sont anxio-dépressifs. Et ils sont également éco-anxieux probablement. Les sports nature, peut-être le contact avec la nature favorise l'engagement écologique, si je puis dire. Et les grands scientifiques ont dit, maintenant, l'état des lieux scientifiques, il est fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est en parler. Et ce serait chouette que les sportifs de haut niveau suivent l'exemple. Alors, il y en a qui suivent l'exemple. Certains footballeurs se sont organisés, se sont engagés, essaient de bouger le monde du foot, par exemple, en disant, ouais, on est 5 milliards de personnes et du coup, on va révolutionner les choses de manière bénéfique. Certains ont appelé des grands médias ou font des vidéos pour sensibiliser le plus de monde possible, notamment le milieu du sport, ou font des sensibilisations au milieu nature. Et il y a les écoles sportives qui ont une certaine visibilité pendant les JO, qui ont porté leur brassard avec les Warming Stripes. Je vais finir. Alors, certains sportifs ont carrément, par exemple, les footballeuses ont porté plainte contre la FIFA pour leur sponsoring par l'Arabie Saoudite, et de nombreux skieurs ont demandé à la Fédération internationale de ski de s'engager pour le climat. Certains abandonnent leur carrière, comme Sarah Guillot, qui était kayakiste championne d'Europe, Stan Turé, qui a arrêté la course au grand large, et Sébastien Vettel, parce qu'il ne voulait pas trop polluer. De la même manière, Andy Simons, qui était champion du monde de trail, et Ines Fitzgerald aussi, n'ont pas participé au championnat du monde pour ne pas partir en Australie, pour ne pas prendre l'avion. Andy Simons, il est arrivé à la fin de l'UTMB avec un enjoliveur parce que l'UTMB est sponsorisé par Dacia en dénonçant ce sponsoring. Et pour finir sur le trail, François Den, des fois, il va porter son vin à ski pour être écolo, et du coup, ça peut donner un bon exemple. Kylian Jornet a fait un peu son mea culpa, a fait sa fondation, et pour finir, voilà, ou d'autres trailers. Et c'est la dernière diapo. En exemple, je suis de Kylian Jornet parce que je suis d'Aragnan. Alors, Kylian Jornet, il a non seulement dénoncé le sponsoring entre Dacia et l'UTMB, il a fondé sa propre fondation. Il n'a pas participé à l'UTMB. Il est parti dans les Alpes faire les 82 sommets les plus hauts du monde, et puis il a éclaté le record. Il a fait moins de 20 jours alors que l'ancien record était 62 jours. Il est arrivé le jour même de l'UTMB pour ça, je sais pas si... Hein. Et quand il est arrivé, en fait, il a milité pour la préservation de l'environnement, notamment grâce à sa fondation. Merci beaucoup de votre attention. T'as des questions ?